Bonjour à tous et merci d'être toujours avec nous. Bonjour Ivan. Bonjour. Bonjour Madame Franciette. Bonjour. On attend Benzo qui sera avec nous. Dans un instant, on va parler d'une opération qui tourne en période de Noël, Noël qui doit être solidaire pour aider ceux qui n'ont pas justement. Un peu plus tard, on va recevoir Aurel Belli qui a sorti ce petit ouvrage qui s'appelle Negontolika. On va en parler avec lui. Et Monique Etienne, conseillère pédagogique retraitée, sera aussi avec nous. Et je crois que c'est tout. Sinon, l'actualité, c'est Iman. Oui, bonjour à tous. Alors, au niveau de l'actualité, nous allons parler de la signature avec la ville de Morne-à-l'Eau et EDF d'une convention en but de lutter contre la précarité énergétique. On parlera ensuite de la visite de Yannick Borel, escrimeur, au collège et lycée de Massabielle, de façon à parler des Jeux olympiques de 2024. On reviendra sur le trophée de la jeunesse qui a eu lieu à la ville de Petit-Bourg, qui récompense ces jeunes. Et on finira par la suite de la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Guadeloupe, donc qui s'est rendu au département et à la région. Voilà pour les titres. Et on va démarrer avec cette signature de cette convention entre la ville de Morne-à-l'Eau et le CCAS, enfin le CCAS de Morne-à-l'Eau et les EDF pour lutter contre la précarité énergétique. Cette convention Solidarité Énergie a vraiment pour but de aider les personnes en situation de précarité. On va voir un reportage de Michel Depape. Nous sommes là ce matin avec EDF qui est représenté par ses agents pour la signature d'un partenariat, d'une convention partenariale entre EDF justement et la ville de Morne-à-l'Eau et notamment le Centre communal de l'action sociale afin de tout mettre en œuvre pour accompagner les administrés les plus précaires. La solidarité fait partie des valeurs de service public du groupe EDF. Elle est vraiment au cœur de notre ADN. Il nous faut accompagner en tant qu'entreprise de service public aussi la population en situation de précarité énergétique. Et à cet effet, EDF Archipel Guadeloupe signe des conventions Solidarité Énergie avec des collectivités locales et aujourd'hui avec la ville de Morne-à-l'Eau. Donc c'est la première avec la ville de Morne-à-l'Eau. Et donc ça nous permet d'aider ce public en situation de précarité avec, aux côtés des travailleurs sociaux, des CCAS, des CCAS, dans l'utilisation du chèque énergie. À Morne-à-l'Eau, c'est près de 2400 clients foyers qui sont éligibles au chèque énergie, dont plus de la moitié qui ne l'utilisent pas. Ça représente à peu près près de 430 000 euros ce chèque énergie. Et donc, il nous faut pouvoir aider cette population qui en a besoin à l'utiliser, aussi à les aider quand ils ont des problèmes pour payer leurs factures d'électricité. Le Centre communal de l'action sociale dirigé par Mme Chauvineau connaît bien les administrés qui sont dans une situation précaire et qui sont des gens qui fréquentent le CCAS. Donc, ces gens-là seront prioritaires. Cependant, il y a ceux qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé aux membres du conseil d'administration du CCAS d'être sur le terrain et d'acheminer les gens parce qu'on en a toujours besoin aujourd'hui avec les nouvelles techniques de communication et d'information. Tout le monde n'est pas au point. Payer moins d'électricité, c'est consommer différemment, c'est consommer plus efficacement. Et à ce titre, on les aide à faire des économies d'énergie par l'installation d'équipements plus performants et puis en leur montrant les petits gestes du quotidien qui leur permettent là aussi de faire des économies d'énergie. Les gens méritent d'être accompagnés. C'est pour cela que nous estimons que ce que nous venons de signer ce matin sera de grand profit et de grand bénéfice pour les administrés de Morne-à-l'Eau et, comme je le répète, notamment les plus précaires. Voilà, donc ce dispositif existe dans d'autres communes et permettra justement aux contribuables de bénéficier de réductions. On va voir maintenant cette visite de Yannick Borel à Massabielle, donc dans le cadre du projet de l'éducation porté par l'Éducation nationale pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Il y a un projet pédagogique qui a été mis en place, l'année olympique et paralympique au lycée et collège de Massabielle. Et on va voir justement un reportage de Solène Fèvre qui a pu rencontrer Yannick Borel, escrimeur, qui s'est rendu sur place. Il faut savoir que ça part d'un projet, effectivement, en discutant avec M. Cyprin et avec quelques collègues, nous avons voulu en fait marquer cette année olympique. Et donc on a appelé ce projet l'année olympique, l'année paralympique, où en fait, durant toute cette année scolaire, les élèves vont rencontrer des athlètes de très haut niveau et des sportifs de très haut niveau et qui vont participer aux Jeux olympiques. Ça a commencé par Thibaut Vauchelet-Camus
qui a été vainqueur de la tranche Jacques Vabre. Et ça part d'une seule logique, c'est-à-dire qu'on souhaite que nos élèves puissent rencontrer des personnes référentes, surtout des personnes ressources, dans leur domaine de prédilection, pour que justement on puisse construire la Guadeloupe de demain. À l'ère, à mon avis, du numérique, où en fait tous les enfants sont sur des réseaux sociaux, des TikTok, à tout va, et justement engrange des contenus négatifs, nous on va plutôt sur des contenus positifs, avec des personnes ressources qui leur préconisent certains préceptes de vie pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Je suis venu à la rencontre des jeunes ici à Massabielle. Dans le cadre, je crois qu'ils font une année olympique, donc c'est très bien à l'approche des Jeux Olympiques de Paris et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Donc l'idée c'est de leur communiquer un peu que mon parcours. En fait, je suis né ici, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai quitté la Guadeloupe à mes 18 ans. Donc c'est leur montrer que je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un Guadeloupéen comme eux. Et si j'en suis capable ou si j'en ai été capable, ils le sont également. Ce que nous retenons, c'est de voir comment les élèves étaient vraiment contents, vraiment de voir que la façon dont ils ont pu approcher Yannick et la facilité avec laquelle les échanges se sont faits. Et puis, c'est surtout ça, quoi. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Et puis, les questions très pertinentes, ils se sont lâchés, quoi. Ils n'ont pas hésité à se jeter dans le bain et c'était très, très, très positif. J'ai vu des jeunes réceptifs, j'ai vu des jeunes qui m'écoutaient, qui étaient curieux de savoir aussi, qui avaient des questions bien précises. Et non, c'est toujours enrichissant. Personnellement, j'ai 3 enfants, donc je suis à l'aise aussi avec les jeunes de façon générale. C'est toujours intéressant de recevoir ces questions-là. Ça peut aussi me permettre de comprendre comment les autres me voient et qu'est-ce qu'ils ont aussi besoin de comprendre, même pour ma discipline ou pour moi tout simplement. À ce jour, d'un point de vue mathématique, on n'est pas qualifié, mais on est en très bonne voie. On est 2e à la qualification olympique. Après, il y a une compétition en interne, donc pour tous les Français. On est 12 à 15 Français à jouer les places pour les Jeux Olympiques. Il y en a que 3 en individuel. Donc la bataille est rude. L'opportunité et l'objectif, c'est de revenir avec cette médaille individuelle autour du cou. Ouais. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir Benzo et Madame Francillette parce qu'il y a une action qui va se lancer dans les jours qui viennent. Alors, Madame Francillette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la première chose, rappeler en 2 mots ce qu'est la Banque alimentaire quand même. Alors, pour rappel, la Banque alimentaire est une association qui, loi 1901, donc qui fonctionne avec des bénévoles. Et cette association a pour but d'aider l'homme à se restaurer, donc d'aider notre population en difficulté, en précarité, à pouvoir s'alimenter de manière correcte. Oui. Et c'est compliqué? C'est très compliqué. Pourquoi? Pourquoi c'est si compliqué? C'est compliqué parce que nous n'avons pas les moyens d'acheter de produits. Donc ce sont des produits, les produits que nous avons, que nous distribuons, sont des produits que notre population nous donne, ceux qui ont quelques possibilités nous donnent. Donc c'est pour ça que nous faisons des collectes. C'est aussi des produits de l'Europe, les produits de l'État et les produits de nos agriculteurs. Donc c'est compliqué, d'autant plus que depuis la crise, d'une part sanitaire et économique, les produits ont beaucoup augmenté. Donc les personnes en précarité sont devenues plus nombreuses. Ce ne sont pas que des personnes au chômage, que des personnes ayant les minima sociaux. Il y a aussi des personnes âgées, il y a retraités, il y a aussi des étudiants. Donc le nombre ne cesse de s'accroître et du fait que nous avons besoin de plus en plus de produits. Ça veut dire que la misère augmente en Guadeloupe? La misère augmente, tout à fait. Et un peu trop rapidement, selon nous. Alors Benzo nous a rejoint. Bonjour Benzo. Et je disais tout à l'heure que vous allez lancer une opération, j'ai envie de dire de type humanitaire pour la Guadeloupe. Souvent on lance des opérations humanitaires pour d'autres pays, mais finalement, côté nous, même nos besoins. Côté nous, nos besoins.
d'avoir aussi, ça fait longtemps hein, que ça a torturé l'esprit en moi. Et c'est-à-dire qu'avant mon Francillette et ni d'autres responsables, mais des cas comme ça, il n'y a pas de temps à organiser, pas d'avoir aussi fait ces personnels-là qui sont partis en congé avant, la collecte a arrêté vers fin ou début décembre. Donc, quand je me fais collecte, je ne peux pas faire moi-même, mais moi-même, j'étais un petit podium. Et comme on a profité de remercier mon Francillette qu'il était à l'écoute des souhaits, au moins depuis 8 à 9 ans, ça a troqué l'esprit au moins. En rencontrant tout le monde, là, ça réalisable. Et là, parce que imaginez, le 23 décembre, nous, à 200 mètres de la banque alimentaire, il y a environ 15 000 à 20 000 personnes. 15 000 à 20 000 personnes 20 000 personnes chaque année. Ouais, chaque année, nous tout près. Et en plus de ça, Noël sont faites de solidarité, sont faites de partage. Et c'est la raison pour laquelle aussi, depuis le mois créé concept à chanter Noël en 88, moi exiger la gratuité du public. On les monte, vous avez fait ça en commercial, fait banquier à Noël, etc. On dit non, pas question. Sinon, quand c'est quelqu'un qui fait un banquier à Noël, il y a l'argent de fait. Voilà, on dit non, Noël c'est fait de partage. Étant donné que c'est fait de partage aussi en même temps, si ni pour l'un ni pour d'autres. Et là, a crié ma Francillette dit moi d'accord. Et comme ça, pendant, il y a dit moi d'accord, 2 jours après l'idée là, notre tête en slogan là, ça, on sachait et on peut conserve pour ça qui patini. Et on a pensé, on m'a dit, il faut organiser parce que tout le monde a venu. Et on a commencé à ça dans les autres chanteurs, on a dit ça, on a commencé à dire ça à la radio. On a applaudi ça, on a dit ça dans les chants de Noël. Donc, même si on dit on sachet et on boit de conserve, ni ça qui peut-être plus. Oui. Ouais. Madame Francillette, j'imagine que l'action que lance Bonjour, ça vous satisfait, mais alors, combien de personnes sont concernées aujourd'hui par le problème de mauvaise alimentation? Je ne dis même pas de faim, je dis de mauvaise alimentation. Alors, nous avons plus de 21 000. Le chiffre exact actuellement, c'est 21 864 personnes en Guadeloupe. Ce qui fait des millions de repas. Oui. Et la banque alimentaire distribue combien de repas chaque jour? La banque alimentaire, par jour, ça me serait difficile de vous dire par jour combien de repas que nous distribuons, dans la mesure où nous recevons les produits et nous les redonnons à nos bénéficiaires, à nos prestataires, si on peut parler ainsi, qui sont donc les CCAS, les épiceries solidaires et les associations ayant l'habilitation, puisque toutes les associations n'ont pas l'habilitation pour la distribution de produits alimentaires. Donc, nous allons vers ces personnes donc, qui passent commande généralement 2 fois par mois. Et en dehors de ça, nous leur livrons des produits frais, des produits locaux, donc des ananas, tous nos produits, les Christophines, les ignames, les légumes. Voilà. Tous les produits agricoles que nous avons, parce que nous essayons depuis quelque temps de mettre un point d'honneur. Nous avons toujours voulu le faire, mais ça n'était pas possible. Maintenant, c'est devenu possible et nous essayons de le faire un plus grand nombre de fois dans l'année. C'est de donner des produits de chez nous aux personnes en difficulté, parce que le palais de l'humain se forme en étant jeune. Donc, si nous voulons que ces enfants-là, qui sont en difficulté aujourd'hui, connaissent nos produits, ne soient pas ignorants, ne mangent pas que du chou-fleur, des raviolis, des pâtes, du riz, donc nous essayons aussi de leur donner ces produits-là, de manière à ce que leur palais soit formé et que demain, ils soient des vrais petits Guadeloupéens, clients de nos agriculteurs, parce qu'ils connaissent les produits. Mais ça veut dire que la banque alimentaire elle-même ne distribue pas directement? Non. Et ça me permet justement d'éclaircir un point que nous avons beaucoup entendu à la collecte, des personnes qui disent « moi en pas à la banque alimentaire » parce que la banque alimentaire a choisi Monica Baye. Non,
nous donnons aux CCAS. Des communes. Des communes. Oui. Il faut savoir que tous les CCAS ne sont pas nos partenaires. Nous faisons un maximum de démarches au niveau des municipalités parce que ce n'est pas normal. Les personnes en difficulté, en précarité, le sont sur toute la Guadeloupe. Ce n'est pas normal que toutes les communes ne soient pas partenaires de la Banque alimentaire. Il y a des CCAS qui ne sont pas partenaires de la Banque alimentaire. Il y a une raison pour ça. Nous allons régulièrement aux côtés des mairies, nous essayons de les solliciter, de leur expliquer ce que nous pouvons faire avec eux. Et après, c'est à eux de dire oui, nous sommes d'accord, nous signons la convention de manière à faire. Une commune qui est en difficulté, qui n'a pas le stockage pour prendre les produits, ça nous est arrivé parce que nous donnons des produits frais, des produits sains. Donc les produits que nous donnons doivent être distribués dans de bonnes conditions, en respectant les règles sanitaires, mais aussi en prenant en compte la dignité de la personne à qui on donne. Les communes ne sont pas toujours en mesure de faire la distribution comme il faut. À ce moment-là, nous sommes à leur côté. Nous avons des communes qui vont nous passer une commande. Comme ils n'ont pas de possibilité de stockage, nous leur demandons de faire appel, de nous dire quel jour ils peuvent faire appel à leur population. Et ce jour-là, nous allons avec un camion, c'est ce que nous appelons le bas de camion, nous allons avec un camion de manière à donner directement les produits aux bénéficiaires. Mais nous ne les avons pas choisis. Le CCAS les a convoqués. Et quand on emmène des produits surgelés ou des produits réfrigérés, nous demandons aux personnes de venir avec un sac réfrigéré pour que la chaîne alimentaire, la chaîne du froid ne soit pas rompue. Nous essayons de faire un maximum dans les meilleures conditions et en respectant celui à qui nous donnons. Et ça, nous y tenons. Benzo, alors, qui joue, qui ça a organisé concrètement, ou non, c'est ça là, quand on a les dates des côtés, ça a été fait. Oui, c'est en seul côté ça qui est fait, c'est à Jarry, le 23. Et nous mangeons le 23, le samedi, samedi à Simen-Nassa. Et Jacques a dit ça dans les autres chanteurs Noël qui devant. J'ai dit ça à Lamentin, il a dit ça d'autre côté, Zabim et Bemao. Et c'est pour pas ni on collecte pas là, on collecte pas là, pour tout le monde dans Cavine, parce que ça, à toute la Guadeloupe, là, toutes les communes, ni monde pas caractère Jarry. Et c'est mon Cavini parce que ils ont un espace aussi pour Amoun aussi, parce que plateforme là, plaque d'activité à Jarry, parce que nous arrivons à presque 20 000 personnes, on en est. Donc, après toute contrainte à Covid et tout ça, on a pensé l'année là ça, et avait aussi envie de porter en butin, porter en manœuvre l'épidémie. On a pensé qu'il y a plus de monde encore l'année là ça. Parce que si on a applaudi ça, là on dit ça, le château Noël, on a applaudi moi en frisson, si on a applaudi, on a dit, une belle butin, une belle idée, et qu'on est content qu'il y ait le maximum pour aider ça qui patine. Donc, madame, ce jour-là, ce soir-là, il y aura un camion, comment ça va s'organiser concrètement? Alors, ce soir-là, vers l'entrée du parc d'activité, il y aura le camion de la Banque alimentaire. Oui. Il y aura, donc le camion est identifié. Donc les personnes pourront, en entrant, donner les produits qu'ils ont amenés. Et nous les remercions d'avance. Alors, quels produits vous préconisez? Benzo, disons, on boîte en sachet. Mais quand on met dans sachet là? En sachet, pas en sachet vide, bien sûr. En sachet, ça peut être un sachet lentilles, ça peut être un sachet pois d'ibois. Il y a qu'à vendre pois d'ibois sec, pas pois d'ibois congelé. Oui. Des produits non périssables, en fait. D'accord. Des produits qui peuvent rester... la Banque alimentaire, forcément, le personnel que nous avons, ce sont des jeunes. C'est un personnel, nous avons 9
salariés. Ces 9 salariés-là sont en congé à cette date-là. Donc, ils reprennent le travail le 2 janvier. Donc, il faut que tout de suite, quand ils reprennent le travail, qu'ils puissent distribuer les produits. Mais donc, il faut que ces produits-là puissent rester en place pendant cette durée-là. Donc, vous nous emmenez des conserves, légumes secs. Ça peut être aussi des conserves de poisson. Si quelqu'un nous emmène des produits d'hygiène, on ne dira pas non. Parce qu'on en a toujours besoin, surtout pour les enfants. Aliments bébés, Oui. on est d'accord aussi. Ce sont des produits dont nous avons besoin, puisque souvent, on ne pense pas aux bébés. Mais une famille en difficulté, souvent, il y a des enfants, parce qu'il n'y a pas de période pour arriver, pour être en difficulté. Aujourd'hui, je suis là, j'ai une vie tout à fait stable, tout à fait normale. Demain, j'ai un accident de la circulation, perte d'autonomie, difficulté. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, à tous les stades de notre vie, nous pouvons avoir besoin de soutien, besoin d'aide. Et ce jour-là, merci à Kassika, merci à Benzo, ce jour-là, c'est quelque chose d'important, c'est un geste important qu'ils ont fait vers nous, c'est un grand pas qu'ils ont fait vers nous, en espérant que ça va bien fonctionner et qu'on va pouvoir améliorer et recommencer les années suivantes. Bien, Benzo. Oui, je voulais ajouter, sachant aussi qu'il y a le personnel qui sera en congé, il y a des jeunes, tu te rappelles les jeunes qui étaient venus avec moi, le Interact, des jeunes de Sous-Optimisme, tout ça, et c'est Sous-Optimisme, je ne me rappelle plus, de groupe de caritatifs, et qui seront avec moi, Interact, et il y a aussi des jeunes de Kassika qui seront là pour recevoir, pour aider à accueillir les produits, pour pouvoir aider à la banque alimentaire à les ranger. Bien. Ben écoutez... C'est à partir de quelle heure, madame? C'est ce que j'allais dire. Oui. Ben, le chant de Noël commence à partir de 20h. Oui, mais les gens arrivent de 18h. Donc, ben, on sera là. À 18h, je pense. 18h. Il faut être là. À 18h. Donc, on sera là à 18h. Voilà. Alors, à vous un dernier mot à l'attention des Guadeloupéens qui vous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Madame Fonciette? Alors, j'ai envie de leur dire à eux, bon Noël, bonne fête de fin d'année, et faites ce geste en toute sympathie. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à ces personnes. Rien que de savoir, parce que les chiffres seront communiqués, il y aura aussi des images. Donc, je pense que quand le résultat sera publié, mais cette population sera contente de voir que la Guadeloupe faisait la fête, mais la Guadeloupe pensait aussi à eux. Donc, ils ne sont pas oubliés. Benzo, un dernier mot pour mon cagadé. Nous savons que les Guadeloupéens, nous sommes très solidaires, nous avons un grand cœur. On sait que les Guadeloupéens qui portent mon œuvre, qui portent en bétain, chaque Guadeloupéen qui porte en bétain, pour fête là, ça, pour événement là, ça, vient un grand événement pour tout le monde content. Et comme Francis a dit, les chiffres qui sont publiés, et certainement, on nous dit ça sont bétain pour nous pas arrêter, pour chaque année, pour nous faire, pour nous songer les autres, si ni pour eux, ni pour les autres. Rendez-vous donc samedi à partir de 18h, c'est bien ça? Tout à fait. À Jarry. À Jarry. Oui, pour la fête et pour la solidarité. Voilà. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venu. 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour parler de littérature avec un jeune poète guadeloupéen qui s'appelle Ray Célie et puis des informations avec Emmanuel. À tout à l'heure. Retour sur le... oui, là, bon. Retour sur le plateau du ZCL. Il est déjà 13h04. Je vous l'ai dit, on va recevoir un jeune poète haïtien qui s'appelle Ray Célie. Bonjour. Bonjour. Enfin, puisqu'on devait le recevoir déjà depuis 2 semaines, il y avait eu un petit souci de programmation. Et je le reçois parce qu'il a sorti un tout petit ouvrage particulier qui est entre poésie et réflexion, qui s'appelle Negontologica Poetica. En portugais. Oui, la traduction, c'est... Et il y a la traduction Négontologie poétique. On va revenir vers lui dans un instant. Pour l'heure aussi, l'information, et c'est Iman, à minima.
Je suis à minima, c'est moi qui à minima. Je vois ça, le pauvre. Faut lui apporter du miel. Avis à tous les producteurs de miel. Alors, on revient sur l'actualité pour parler du trophée de jeunesse de la ville de Petit-Bourg. Donc, la ville de Petit-Bourg qui récompense ces jeunes, des jeunes qui se sont investis au niveau sportif ou entrepreneurial. C'est la première édition post-Covid et le but est d'inciter et d'inspirer la jeunesse. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Nous avons une jeunesse qui est brillante, qui est là, qui s'investit dans la construction de la société, qui s'investit à titre personnel aussi pour des projets qui ont encore une incidence sur le collectif. Et nous sommes fiers de ça. Et en fait, avec les élus, nous sommes dans cette démarche depuis plusieurs années déjà, depuis le redémarrage des activités et post-Covid. C'est donc notre première édition après la crise sociale et nous sommes fiers d'avoir réussi ça. Nous sommes fiers d'avoir pu faire arriver ici d'autres jeunes, de nouveaux jeunes, qui ont brillé ces dernières années, qui ont fait la démonstration de leur puissance, de leur force, qu'il s'agisse du domaine culturel, qu'il s'agisse du domaine sportif ou même du monde de l'entreprise. Nous avons une jeunesse qui crée de l'activité, qui crée des emplois et nous souhaitions les mettre à l'honneur pour les encourager à poursuivre, mais surtout pour inciter d'autres à s'y mettre. Comme beaucoup de personnes ont dit, des années de sacrifice. Si je suis là, c'est parce que certaines personnes m'ont découvert de par les réseaux sociaux, puisque j'ai commencé l'activité en 2017. Je faisais des jeux pour moi. Et je commençais à partager avec des gens de mon quartier, j'ai créé une page, des gens ont suivi et maintenant il se trouve que j'ai plus de demandes que de production. Donc voilà, j'arrive même pas à satisfaire la demande, tellement il y a de demandes. On a vu une jeunesse dynamique, une jeunesse en mouvement. Moi je suis très très impressionnée par tout ce qui est entrepris, aussi bien au niveau sportif, culturel, au niveau des actions de citoyenneté, au niveau de l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé ces jeunes vraiment en capacité non seulement de surmonter des difficultés, mais aussi de se donner les moyens d'atteindre des objectifs. Et je trouve ça vraiment, vraiment très encourageant. On peut réussir à partir de rien, puisque moi, en vrai, je n'ai rien fait de sorcier. Ce sont des fruits, nos fruits locaux, malaka, corosol, mangue. Quand c'est la saison des mangues, il y a beaucoup de mangues qui sont au bord des routes. Moi, je récupère et je fais des jus et je crée des saveurs, je fais des mélanges que l'on ne retrouve pas dans le commerce. Voilà, c'est ça ma particularité. Voilà, il est déjà 13h07. Je vous l'ai dit, on va recevoir ce jeune poète haïtien, Réïseli. Alors Réïseli, bonjour, merci d'être enfin avec nous. Alors, quelle est l'origine de ce petit recueil? Bonjour, je m'appelle Réïseli, je viens du Brésil. Alors, j'ai une formation en lettres, philosophie, maîtrise en droits humains et doctorat en éducation. Alors, j'ai dit que ce livre, c'est une négrontologie poétique, c'est un livre financé par l'ambassade de France. Alors, l'original, c'est en portugais, les négrontologies apolitiques. Alors, c'est un livre qui traite la négritude et c'est une littérature sociale que je fais là, dans le contenu. Oui. Alors, en général, j'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup d'Haïtiens. Ils écrivent en français et en créole. Et vous avez choisi français et portugais. Oui, pourquoi? parce que je suis brésilien. C'est parce que je suis naturalisé brésilien. Ah, vous êtes nationalisé brésilien? Oui. Parce que je vis au Brésil. Depuis l'enfance? Ça fait 12 ans que je suis au Brésil. Oui. Ouais. Et c'est au Brésil que vous avez produit ce recueil? Oui, parce que je l'ai produit au Brésil. Oui. L'ambassade de France au Brésil a financé et l'a traduit. Oui. Vous l'avez présenté déjà au Brésil, ce recueil? Oui. Oui, parce que maintenant je suis en tourisme. C'est un moment pour moi de publier ici en Guadeloupe. Oui. Alors, j'ai lu tous les poèmes, mais il y a un particulier de l'Afrique à l'Amérique. Comment? De l'Afrique à l'Amérique, alors. Oui, mais il y a un tas de textes qui est vraiment intéressant. Alors, l'un, c'est un texte anthologique que j'aimerais lire. Oui, allez-y. Pour vous, tête devant, je m'adresse à vous, vous qui n'avez pas fait l'histoire. Je viens de pays debout, pillé par le coq et l'aigle. Je ne suis ni chrétien ni catholique, qui a causé la guerre de 100 ans.
ni la métropole de la religion capitaliste qui prêche la résilience en fabriquant la misère. Je suis la mère de la liberté, abandonnée par l'ignorance des inégalités et détruite par la grande maison, dans un monde de difficultés implacables. J'ai des racines humanistes depuis mon enfance, sans compromis et avec cœur. Je vous ai montré le chemin de la raison. Nous étions inséparables à l'époque. Je sais que ma vie à la guerre, vous appréciez la force de mes enfants en les traitant de bons travailleurs comme des esclaves, avec un travail acharné pour un salaire de misère. Je ne suis pas le dépotoir de l'Amérique. Si vous utilisez ma pauvreté pour construire vos villes de beauté, vous êtes sensus avec votre aide humanitaire. Enfants de peuplement privilégié, enfants d'exploitation marginalisée, l'histoire des peuples n'est pas une fiction parce que nous sommes tous des produits d'importation. Alors ce texte-là décrit, c'est ce qu'on appelle l'anthologie de la négritude haïtienne, parce que là, quand on parle d'Haïti, c'est le premier pays noir indépendant de le monde. Oui, et comment cette poésie est perçue au Brésil? Alors, c'est vraiment une anthologie. C'est une forme de résistance là-bas, c'est racisme. C'est vraiment ça. Ce poème me définit comme un défenseur là-bas. Ouais. Oui. Parce qu'on dit quand même qu'il y a encore du racisme au Brésil. Vraiment, oui. Ça, on veut tous les jours. Quand on est nègre, c'est un peu compliqué. Vraiment compliqué là-bas. Ouais. Alors, j'ai d'autres poèmes. Par exemple, c'est une prière. Père des nègres dans les cieux. Oui. Au nom du Père, nègre. Au nom du Fils, nègre. Au nom de l'Esprit Saint, nègre. Je te dis merci pour ce bel abri. Malgré les marais et le vent, sous ce chaud soleil blanc, je deviens un objet d'opprobre sur les rayons jaunes. Entends ma voix en danger, l'alcool et la drogue me rougissent durant le jour. Montre-moi le chemin de la raison, parce que je mène une vie de guerre. Je cultive la misère durant le jour, j'accumule le chagrin pendant l'été. Je suis trop jeune pour être vieux, aide ma famille en danger devant la statue de Saint-Dédain. Amen. Alors ça, c'est la négritude. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré du point de vue de la poésie? Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Nègre Rose. Nègre Rose, j'ai reçu 2 prix au Brésil, de grands prix, avec une somme énorme de 20 000 reals, c'est beaucoup là-bas. Oui. Alors, j'ai commencé à écrire parce que là-bas, quand on est haïtien, il y a ce qu'on appelle, j'invente quelque chose, c'est logisme, un néologisme, haïtianophobie. Haïtianophobie. Si haïtianophobie, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de problème avec le nègre, mais quand on est haïtien, on vient de pays de misère, là c'est le problème. Alors le travail plus dur, c'est l'haïtien qui doit le faire ça. Alors j'ai commencé à l'université, je disais, il faut que je me mette au travail. C'est ça que je commence à écrire quelques vers. Mon premier texte, c'est bien Para você, cabeça de vento, c'est pour vous tête de vent. C'est commence par réfléchir dans le contexte social brésilien, de dire non, il y a des Haïtiens qui pensent là. C'est là que je commence à écrire mes premiers vers. Ouais. Et la communauté haïtienne est importante au Brésil? Oui, c'est bien ça. Alors, quand on parle de la main-d'œuvre haïtienne, c'est vraiment important. Après le séisme de 2010, les Haïtiens migrent beaucoup au Brésil. Et donc, du point de vue de la poésie, parce qu'il y a des poètes haïtiens très connus, par exemple comme Franck Etienne, est-ce que vous a inspiré? Mais non, j'ai pas vraiment. Je suis professeur de lettres. Je suis professeur de lettres, mais je vois que c'est vraiment la pigmentation, parce que les Haïtiens, le français, c'est pas à nous. Par exemple, là, il y a un problème. Mon premier instrument de pensée, c'est peut-être la langue. C'est pas la langue française. Je commence à penser
avec c'est le créole. Alors je fais cette permutation de portugais. C'est vraiment une chose vraiment difficile, terrible, parce qu'il y a ce qu'on appelle la glottophobie, parce que je ne parle pas bien le portugais. Alors l'ensemble des écrivains lusophones, par exemple les Brésiliens, alors ce type-là, il vient, ça à peine arrivé, alors tout le monde parle de lui. C'est ça, mais c'est vraiment un courant difficile, mais à l'université, alors j'ai des grands professeurs qui vraiment qui m'ont apprécié à l'époque. Alors j'ai commencé les journaux, les revues littéraires, alors j'ai commencé à donner des conférences, et c'est ça. Mais c'est pas depuis en Haïti que je commence à écrire, non. Mais c'est au Brésil parce que j'ai fait tout le travail. J'ai commencé dans les constructions civiles, alors, comme professeur. Maintenant, je dois recommencer ma vie au Brésil. Ouais. Vous enseignez au Brésil même? Mais je suis chercheur à l'université. À l'université. Ouais. Bon, et vous êtes venu en Guadeloupe juste pour présenter? Non, je visite parce que la Guadeloupe, c'est pour moi, c'est pour faire visite, tourisme, c'est ça. Ouais, c'est vraiment... C'est comme si je suis en Haïti. Le climat au Brésil, il fait un peu... C'est froid là-bas. Quand même, oui, certaines périodes, c'est vrai. Ouais. Et le créole, vous l'avez oublié? Alors, pas écrit en créole. Pas écrit en créole parce que... Vous comprenez le créole? Je comprends le créole, tout. Parce que... pas écrit en créole parce que marché créolophone, il n'y a pas vraiment l'argent, parce que je vis de littérature. Par exemple, je fais bon crop dans la littérature. Je fais bon crop parce que je travaille juste dans l'université de Sorbonne. Il y a des gens qui lit haïtien, qui lit créole et qui n'a pas acheté les livres créoles. Oui, mais c'est-à-dire, si tu écrit en créole là, l'ambassade de France pas t'a publié. Pas publié. Oui, parce que la littérature fait son littérature qui est engagée, et puis il décrit un contexte social. Parce que là, on appelle... Il n'est pas seulement l'hymne, il lit tout haïtien, il n'est pas seulement les haïtiens. D'un coup, par exemple, il y a un bagage vraiment, on décrit la réalité sociale là. C'est pas seulement, nous travaillons à l'Université de Sorbonne, nous faisons on fait un pile de conférences littéraires, c'est pas seulement littéraire tout, au niveau de l'éducation. Jeudi à l'âme, nous participé à une rencontre de littérature tout. C'est-à-dire, ils ont apprécié le travail que je fais. Parce que les maps dit les maps décrit et tout coup on regarde Fanon, Césaire, ça on m'espérait que bagaille dans grand intellectuel ça pour me faire que parce que là pas de dénégrontologie, négro c'est nègre ou ontologie c'est résistance non qui capable faire non pas un rebelle mais façon que moi que yo prend nous-mêmes c'est un peu. Et vous voyez les livres en Haïti? Non, beaucoup à l'Haïti. Ça fait 12 ans beaucoup j'aime à l'Haïti, mais je souhaitais à l'Haïti, mais... Situation n'a pas gagné. Vraiment, parce que là, il y a ce qu'on appelle la négrontocratie, c'est-à-dire négocratia, c'est un groupe de nègres qui mettaient tête ensemble pour manipuler les nègres dans l'intérêt des autres. Excuse-moi, les autres. Non, comprendre. Ouais. C'est ça, parce que c'est ça, moi, c'est une théorie que m'a avancé là, que négocratie politique haïtienne, parce que façon que yo nous en Haïti, parce que yo créé un système de créé et banlieue pour tuer nous mêmes nègres, pour exiler nous, pour nous migrer. Imaginons Haïti, m'a regardé Haïti un bel pays, pour qui ça nous mêmes nègres haïtiens nous va carrer là-dedans, mais alors que l'airport de Haïti, ouais seulement le nègre gen mulat mais mulat yo pas pour quitter pays a. Il pas quitter mais c'est-à-dire système non son système anti-nègre lié, c'est-à-dire il a fait une sorte d'extinction pour détruire nous-mêmes nègres pour quitter pays a pour yo. C'est ça que nous-mêmes dans réflexion pas me dit non que faut que nous vivions tout. Nous avons droit tout parce que il y a pas de façon que y a vendre tout ces ouvertures mais par exemple parler de Dessalines. Dessalines, c'est lui-même qui a dit ontologie des Dessalines, c'est une ontologie de résistance liée, c'est une ontologie de rebelle. Il voulait que Haïti, c'est empire, là. C'est-à-dire pas de négociation de la liberté. C'est ça, les caractères. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas vendu des Dessalines, il a fait oublier des Dessalines, il a assassiné, parce qu'il n'y a pas de justice sociale. C'est ça que. Et nous-mêmes, nous avons hérité qu'on a le nègre haïtien, après, il y a une sorte de mal-être, un malaise social, c'est-à-dire, pas fait, un mal-être. Qui est-ce qui est haïtien? C'est ça dans l'égrotologie que moi-même,
m'espérer de identifier nos nègres de résistance. Vous rencontrez pour être guadeloupéen depuis ici? Vendredi dernier, j'étais à Sainte-Rose, quand je m'étais présenté avec de grands intellectuels, écrivains, Sainte-Rosiens. Juléna, oui, c'est vrai. Michel Simon. Simon, c'est grand, ouais. Oui, je suis fier de la littérature guadeloupéenne, non, m'apprendre de yo, les livres, c'est la littérature qui est vraiment engagée, qui apprécie le travail m'a fait, qui inspire autour de ça. Ouais. Oui. Une dernière question. Vous avez songé marquer un roman un jour? Attendez, non? Est-ce que vous avez songé marquer un roman? Oui, parce que ma pension bagaille là, c'est une pension en livre là, un roman on appelait les ombres nuageux. C'est-à-dire, on va décrire après par des femmes tropicales, et ça, toute belle bagaille qui est en dedans de Antilles. C'est vraiment admirable et formidable. Ouais. Oui, madame, merci. On vous dit merci. Oui. Et rappelle le nom de l'ouvrage, Négontologie politique. Est-ce qu'on le trouve en Guadeloupe? Oui, n'a jeune parce que beaucoup joignent éditeur parce que nous avons l'autre lancement, mais il y a quelques petits ouvrages en attendant. Toutefois, tu as besoin d'acheter le document ça. Il ne peut pas vendre tellement cher, c'est 15 €. Il est capable d'écrire sur WhatsApp, moi, qui c'est 590 690 32 71 51. Je m'ai répété, 590 690 32 71 51. Ok, merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, déjà, 13h21, le mot du jour en créole, justement. N'a pas venu en créole. On va le faire. Diffé Kako. Alors, Tétine Moun, qu'on Diffé Kako, c'est Liva à Benzo, à l'aise pour parler créole. Quand on dit, il y avait foulé justement samedi prochain pour la journée, la soirée de Noël solidaire. Nous espérons que ni Moun, qu'on Diffé Kako. La musique, le ZCL Nostalgie, God Nostalgie, on va écouter tout à l'heure. C'est une artiste guadeloupéenne qu'on a un petit peu oubliée, qui avait eu un grand succès il y a quelques années. Elle a disparu des radars. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, Tatiana Miat. Si on a une nouvelle à écrire, moins, c'est dans son plus jeune âge dans la musique grâce à sa famille. Elle commence sa carrière à 13 ans avec le groupe Zouti. En 88, elle va réaliser son premier album solo. Elle s'impose sur la scène musicale antillaise et enchaîne des succès avec E-Girl, New Generation, Mélimo, etc. Pendant une période, elle va collaborer avec plusieurs artistes comme choriste. Il sortira moins d'albums. Elle s'était exportée à la Martinique et puis depuis lors, Tatiana a disparu. On va écouter un de ses anciens tubes aujourd'hui dans le cadre du ZCL God Nostalgie. C'est parti. C'était donc Tatiana Miat et le groupe Zouti, c'était dans le début des années 80, pour même tenir porte avant ça. Voilà, deuxième poste, 13h26, il nous reste une invitée, Monique Etienne, conseillère pédagogique au TT, sera avec nous un instant, avec Iman, pour boucler ce ZCL. Alors on va regarder dans un instant le CC, mais avant ça on prend la pause. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir Mme Monique Etienne. Bonjour. Bonjour. On parlera avec elle de l'exposition L'hommage à l'arbre au regard croisé. Mais avant, on revient à l'actualité avec Iman à minima. Pourquoi à minima? Moi qui suis à minima. À minima de voix? Oui. Non, d'accord. On va faire suite donc de la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Guadeloupe qui, pendant ces 3 jours de visite, a pu constater la réalité de notre diaspora indo-guadeloupéenne. Et c'était l'occasion de différentes rencontres sur le terrain avec le préfet, la région, le département, la CCI, l'université de Fouillol. On va voir un reportage de Charlie Dagonia qui fait état de ces visites. And I will go to the president of the departmental council. Donc, il y a beaucoup de rencontres, comme je viens de l'indiquer, 20 réunions. Donc, entre autres, nous avons rencontré le préfet, j'ai rencontré également
vice-président de la région et après le président du département, la CCI également. Nous allons à l'université. Nous allons, 2 points importants qui vont être discutés, explorer les opportunités pour un partenariat stratégique qui grandit très rapidement entre l'Inde et la Guadeloupe, l'Inde et la France. Et deuxièmement, nous allons voir également comment nous pourrons soutenir afin qu'il y ait une meilleure connexion, collaboration entre nos pays, entre la diaspora indienne basée ici en Guadeloupe. Comme vous le savez, nous sommes la 5e plus grande économie mondiale et bientôt la 3e. Donc nous devons explorer toutes ces opportunités économiques. C'est très important par rapport au projet OCI qui permettra à ce que les indo-descendants de la Guadeloupe puissent bénéficier d'une forme de citoyenneté indienne et qui leur permettra de se déplacer, de pouvoir investir en Inde, pouvoir circuler, donc tout un ensemble d'avantages. Et puis, les archives départementales sont à la disposition de tous pour pouvoir retrouver leur généalogie. Et on a pu voir sur un certain nombre d'exemples que nous pouvons remonter jusqu'en 1954. Donc c'est une très bonne chose et j'invite vraiment l'ensemble de la population à pouvoir prendre possession de ces lieux. Nous avons parlé effectivement d'université, de start-up, d'économie, d'échanges linguistiques, mais aussi culturels, étant donné que ce sont des compétences que nous avons. Certaines sont partagées, notamment la culture, mais avec le département, nous prendrons toutes les mesures pour pouvoir mettre en place une bonne collaboration avec l'Inde dans l'intérêt de nos Guadeloupéens, Guadeloupéens, mais surtout toute la population guadeloupéenne, et pourquoi pas permettre aussi à nos jeunes de pouvoir sortir, d'aller aussi travailler leur langue, notamment l'anglais. Ils sont prêts à nous accueillir, nous sommes prêts à les accueillir, donc nous mettrons tout en œuvre. Et nous avons même aussi parlé de mettre en place un festival de la musique indienne, de la culture indienne dans la Caraïbe. La Guadeloupe est prête, effectivement, je lui ai proposé de pouvoir commencer à travailler là-dessus et il est entièrement d'accord. Donc voilà, nous allons continuer nos échanges, continuer à nous voir et nous préparons aussi un déplacement d'ici le premier semestre de l'année 2024 avec des chefs d'entreprise, avec des start-up, des jeunes étudiants et pourquoi pas aussi, je ne sais pas comment ils sont en matière de sport, mais aussi pourquoi pas le sport. Et voilà, donc on va enchaîner avec le reportage de Maurice Cessé qui revient sur les 60 ans du Bumidum. Un hommage a été rendu aux travailleurs d'outre-mer organisé par Olivier Servat. On va voir ce reportage ensemble. Votre mère vous a parlé de souvenirs précis lors de son départ vers l'Hexagone. Alors en fait, l'indice que j'ai eu, avec mon frère, on a 7 ans de différence, donc l'indice que j'ai eu, c'est que je sentais une très très grande souffrance. Et j'essayais d'identifier l'origine de cette souffrance. Et puis je comprenais aussi qu'on avait des origines. Donc je lui posais des questions. On allait par le biais des congés bonifiés à La Réunion, donc dans notre famille. Et c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai compris qu'elle est venue ici parce que justement, elle envisageait d'étudier, d'ancrer une partie de sa vie et pensait qu'elle allait revenir. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et j'ai toujours senti que ce déracinement, c'était une partie d'elle qu'elle avait laissée, quoi qu'il arrive, à La Réunion, avec des bons et des mauvais souvenirs, parce qu'elle vient d'une famille très modeste d'agriculteurs. Et c'est vraiment la Réunion tradition que j'adore, parce que c'est une Réunion où on a beaucoup, donc, l'idée de l'effort, l'idée d'un certain rapport à la terre. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la notion physique de déracinement de notre mère. Et ce qui me peine dans le Bumidum, c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Alors peut-être que l'époque ne le voulait pas ou ne le pouvait pas, mais cette approche thérapeutique, il n'y a pas eu en tout cas par exemple de tutorat. Même si ce n'était pas un accompagnement thérapeutique comme on en parle aujourd'hui, mais au moins que ces jeunes exilés aient un tuteur qui leur permet d'avoir une guidance en France et qui leur permette aussi d'avoir un peu de réconfort, puisque quelqu'un qui aurait été tuteur sait de quoi on parle quand on parle du pays, quand on parle de certaines traditions, quand on parle créole, parce que ça aussi, les langues créoles font partie des choses qui rendent vivant
qui rendent vivant cette créolité et qui rendent vivant ses origines. Donc ça aussi, j'aimais beaucoup quand ma mère, j'aime beaucoup quand ma mère nous parle en créole. Après, c'était pas très drôle quand elle désignait tout notre état civil. Parce que quand elle me disait tout mon état civil, je savais bien que j'avais peut-être avoir des problèmes. Facilement, vous a toujours suivi moralement, psychologiquement? Oui, parce que la souffrance de ma mère devient à un moment donné, quoi qu'il arrive, la mienne aussi. Voilà. Témoignage pathétique. Alors, Monique Etienne, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, l'exposition Hommage à l'arbre au regard croisé. Regard. Alors, qu'est-ce que c'est au regard croisé, pardon? Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que ça va être? Alors, l'action de l'hommage à l'arbre, regard croisé, c'est une action que je mène en partenariat avec la ville de Sainte-Anne. Ce que j'ai voulu montrer, je vais d'abord m'appuyer sur des mots-clés. Donc, l'arbre, bien sûr, l'hommage et aussi les regards croisés. Donc, l'arbre, nous connaissons tous les bienfaits, les vertus de cet arbre autour de nous. Et lorsque je discute avec tout un chacun, effectivement, ils me disent, chacun a une histoire, mais une histoire agréable autour de l'arbre. Ça, c'en est un. Et puis, lorsqu'on regarde aussi l'arbre, il nous nourrit, il nous soigne, il nous loge, il nous protège. En tout cas, ces vertus sont extraordinaires. Ça, ces vertus-là seront précisées dans un livre qui s'appelle « Le cochon de Noël pleure son arbre ». Corosol, le cochon de Noël pleure son arbre. Corosol, c'est un livre qui s'apparente à l'album jeunesse et qui vient à Noël. Il vient pour offrir un livre aux enfants. Et là, cette année, c'est la 5e fois qu'il arrive, il propose un livre aux enfants. Et c'est dedans qu'on va trouver toutes ces vertus de l'arbre. Et toutes ces vertus-là, ce livre-là, en tant qu'album jeunesse, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il est très bien illustré et il retrace aussi notre tradition, l'arbre dans notre société traditionnelle. Comment abordons-nous l'arbre? Comment est abordé l'arbre dans le temps? L'arbre, par exemple, je donne un exemple, l'arbre, il pouvait servir de limite au terrain, au moyen de l'immortel. L'arbre aussi, on le transmettait d'une certaine façon. Donc ça, il viendra apporter ces éléments-là à tous ceux qui l'ont oublié. Et ça, c'est pour le livre. Et je rentre dans les regards croisés, ça c'est pour le livre. Et l'autre entrée, disons, c'est l'aspect pictural. L'arbre, quand on le regarde dans la nature, il est beau. L'arbre, il est extraordinaire. Et cet aspect sera présenté lors d'un vernissage, enfin lors d'une exposition plutôt, une exposition qui aura lieu au Centre culturel de Sainte-Anne entre le 22 et le 6 janvier 2024, le 22 décembre 2023 et le 6 janvier 2024. Et toutes les œuvres sont de vous? Alors, les œuvres sont de moi. J'ai choisi 2 entrées. Une entrée littéraire, par contre, tout simplement parce que je considère que la littérature et, disons, la peinture, elles ont le même dénominateur commun. Elles touchent la sensibilité de l'être. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Les mêmes émotions que qu'on dégage lorsqu'on lit, on écrit, c'est aussi les mêmes émotions qu'on met en avant lorsque l'on peint. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence. Donc, l'écriture, c'est une continuité, et la peinture, je l'ai découvert il y a 10 ans. Et je montre les 2 facettes de l'arbre, en fait, l'aspect bonté, l'aspect générosité à travers le livre et l'aspect beauté à travers les toiles que je vais exposer, qui ils sont peut-être à peu près plus d'une... Quand vous dites l'arbre,
c'est l'arbre en général, ou bien parce qu'ici on a le manguier, on a le suretier, on a le cacaoyer, c'est pas un arbre, c'est un arbuste, toutes sortes d'arbres ici en Guadeloupe. Alors est-ce qu'il y a un arbre particulier qui symbolise votre travail? Je n'ai pas pris d'arbre en particulier, parce que j'ai pris l'arbre dans sa globalité. Mais par contre, pour la peinture, j'ai utilisé l'arbre dans sa spécificité. C'est-à-dire que les arbres, vous savez, quand on regarde un arbre, par exemple les écorces de cet arbre-là ne sont pas les mêmes, les écorces de cet arbre ne sont pas les mêmes. Et c'est là, n'est-ce pas? Et moi, je considère que l'arbre, quand on le regarde, on voit d'abord l'aspect esthétique avant même de voir l'aspect scientifique. Mais vous avez sûrement noté que au niveau sémantique en créole, l'arbre, c'est le pied-bois. Absolument, je suis d'accord avec vous. De toute façon, et justement, c'est bon. Le soir du vernissage, justement, il y aura des jeunes qui vont chanter pour l'arbre, mais ils ne disent pas l'arbre, ils disent pied-bois là. Oui, parce que... Ils parlent de pied-bois là. Les arbres en Guadeloupe, c'est en pied-bois. Absolument, je vous rejoins tout à fait. Ils vont chanter pour l'arbre, ils vont dire, ils vont chanter, ils vont dire pied-bois là, mais il faut parler en nommant l'arbre qui revient de notre aspect intérieur, de tout ce qui est en nous. Donc, pied-bois là. Oui, et puis il y a un autre aspect, c'est que souvent on disait, ça en bas, pied-bois là, ça, l'ombre comme on Absolument. Eh bien, on le retrouve dans le livre. Parce que j'estime que nos enfants doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Bon, maintenant, tous les enfants, enfin, la plupart des enfants naissent à la clinique. Oui. Mais dans notre temps, on n'avait pas le temps. Vous savez comment ça se passe. Maintenant, on ne peut plus récupérer le placenta ou le nombril. Je ne sais pas lequel, hein, en tout cas. Mais avant, c'était une fois arrivé, l'arbre nous récupérait. Oui. Bon, je suppose que c'était pour nous ancrer dans notre terre. Ça, oui, c'était ça. Voilà, pour nous ancrer dans notre terre. Voilà, une tradition. Ancestrale. Oui. C'est pourquoi j'ai parlé de société traditionnelle aussi. C'est peut-être ancestral, mais je constate que cela ne se passait pas qu'ici. Ah non, pas du tout. Voilà. Oui. Il y a plein de pays, effectivement, qui avaient cette tradition-là, qui récupéraient le nombril et puis qui le... Et puis on transmettait aussi des arbres. Lorsqu'un enfant naissait, eh bien, on plantait un arbre aussi. Oui, donc tout ça, c'est... Il y a même l'arbre de la liberté. Oui, il y a l'arbre de vie. L'abolition de l'esclavage. On a planté des arbres. Oui, oui, oui. Donc l'arbre, à mon avis, il est vertueux. Il a des capacités extraordinaires. Et à mon avis, on doit le mettre en avant, on doit le nourrir. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a, j'ai envie de dire, connecté sur l'arbre? À quel moment vous avez pris cette décision dans votre parcours? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Bon, bien sûr, il y a mon enfance, puisque je suis née à la campagne. Et puis, l'arbre a toujours rythmé cette enfance-là. Quand on se levait le matin... Vous êtes des grands fonds, non? Bon, je suis de la campagne, des grands fonds, oui. Non, parce que dans les grands fonds, les arbres sont majestueux. Sont nombreux et majestueux. Ah, il y a des arbres partout. Il y a des arbres. Disons que je suis de la campagne. Et lorsqu'on se lève le matin, on va vers son arbre. Lorsqu'on a besoin de jouer, on avait besoin de jouer, on allait vers son arbre. Lorsqu'on avait faim, vous savez comment ça se passait dans le temps, on avait besoin de recourir à son goûter. Eh bien, on sollicitait l'arbre. Et puis, par exemple, il nous donnait à profusion. Et jusqu'à maintenant, il continue à nous donner. C'est pareil pour l'arbre à pain. L'arbre à pain... Comme son nom l'indique. Hein. Voilà, l'arbre à pain. Ouais. Donc, il ne cesse de nous donner. Et les arbres... Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Ils vivent autour de nous en silence. Oui. Ils sont discrets. Ils sont discrets aussi, mais ils agissent. Ils sont extraordinaires dans leur façon d'agir et puis leur manière de nous protéger aussi contre le gaz carbonique. Mais c'est extraordinaire tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, donc je me suis dit, bon, nous allons le mettre à l'honneur. Et entre les deux, entre la peinture et l'écriture, comment vous faites le choix? Comment je fais le choix? Pour moi, l'écriture... C'est une complétude. Voilà, moi, je viens de dire, je crois tout à l'heure, que l'écriture et la peinture, ils ont le même dénominateur commun. Quand on écrit,
ce sont les outils qui changent, les supports qui changent. Pour écrire, bon, maintenant on utilise l'ordinateur, mais pour écrire, on prend sa plume, et pour peindre, on prend son pinceau. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à peindre avec le pinceau. Et depuis que je me suis orientée sur l'arbre, eh bien, j'ai pris le couteau. Donc, d'une manière ou d'une autre, il vous inspire, il vous permet d'évoluer, de progresser. J'ai pris le couteau parce que pour faire les différentes, comment dirais-je, pour faire l'arbre, l'écorce de l'arbre, par exemple, mais le pinceau, on n'a pas le même rendu avec le pinceau. Quand on voit les petites, comment dirais-je, mais les rayures, et puis cette beauté-là, non, cette beauté-là, le couteau sublime l'œuvre d'une certaine manière. Avec le pinceau, oui, on peint, mais le couteau, ça a un autre attrait, un autre aspect. Beaucoup plus joli. Enfin, je vais quand même poser la question. Vous avez été conseillère pédagogique, c'est ça? Oui. Comment aujourd'hui vous jugez un petit peu l'évolution de l'éducation scolaire en Guadeloupe au regard des résultats? Parce que nos résultats ne sont pas très bons en ce moment. Monsieur Zandronis, j'étais, disons, au cœur de la difficulté scolaire. Hein, en tant que conseillère pédagogique chargée de la difficulté scolaire, j'y étais. Et puis, je continuais à écrire parce que je me dis que c'est un besoin pour nos enfants de continuer à écrire et de leur proposer de la lecture plaisir. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Oui. Voilà, donc c'est effectivement des raisons pour lesquelles j'ai commencé depuis 2010 à produire. Je suis actuellement sur mon 5e, puisque c'est un concept qui a été créé comme ça. Corosol qui s'appelle Le Petit Cochon de Noël. Il vient porter un livre. Donc il vient depuis 2010 et il continue. Oui. Voilà. Je vous disais ça parce que on a sorti récemment les résultats des écoles, et on voit que la Guadeloupe, ça descend. Oui, à votre avis, c'est lié à quoi? C'est les enfants qui n'étudient pas ou c'est les enseignants qui ne font pas assez? Ah non, ou les parents? C'est difficile pour moi de porter... je m'en mets une appréciation. Difficile pour moi de porter une appréciation, c'est-à-dire que tout ce que je dirais, il y a peut-être le numérique, il y a peut-être l'intérêt, parce que pour qu'un enfant lise, il faut aussi que tout le monde lise autour de lui. Oui. Si on lui demande de lire et on ne montre pas l'intérêt de la lecture... C'est-à-dire s'il voit sa mère ou son père toujours dans le portable, jamais dans un livre. Voilà. On ne lit pas avec lui. Oui. Mais, vous voyez, non, la lecture, elle est... et puis, la lecture, elle est partout. Elle est dans le livre, certes, mais elle est partout autour de nous. Donc, l'essentiel, c'est de faire valoir, le mettre en avant, cette lecture-là. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai, il y a la lecture, mais il y a le découdage, le déchirage, mais il y a surtout la compréhension. Et c'est pourquoi il y a des images dans le livre. Les images sont là pour encourager l'enfant à comprendre. Et les images permettent à l'enfant, par exemple, de formuler des hypothèses. Il formule des hypothèses, il voit, et les hypothèses, après, quand un adulte vient l'accompagne, mais là, il dit « Ah oui, c'est vrai ». Donc, la lecture permet d'authentifier, d'une certaine manière, ce qu'il pensait de la... Bien. On prend rendez-vous sur le 22, c'est ça? Le 22. C'est où exactement? Alors, c'est au Centre culturel de Sainte-Anne pour le vernissage. Oui. Et puis après, le lendemain, et puis après, ce sera jusqu'au 6 janvier 2024. Hommage à Monique Etienne. Merci d'être venue. Voilà, c'est la fin de cette série, les Trésors 52. Un rapide rappel des titres avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité. Pas minima. C'était le mot du jour. Alors aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous avons parlé de la signature de la convention entre la ville de Morne-à-l'Eau et EDF pour lutter contre la précarité énergétique. On a aussi évoqué la visite de Yannick Borel, escrimeur à l'école de Massabielle, pour pouvoir donc stimuler la motivation de nos jeunes. Il était aussi question de jeunesse sur la ville de Petit-Bourg qui a célébré donc sa jeunesse en lui accordant un trophée, l'occasion de pouvoir inciter et inspirer
les jeunes qui entreprennent au niveau sportif et entrepreneurial aussi. Et on a évoqué la suite de la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Guadeloupe qui a visité le département et la région. On a aussi vu notre reportage avec Maurice Cessé qui revenait sur les 60 ans du Bumidum. Voilà, et depuis le début, nous avons reçu Benzo et Madame Franciette pour cette opération de Noël solidaire qui a lieu samedi prochain, à Jarry. On sachet, dans sachet là, on met pour les gens qui ont des difficultés à manger, on brûle conserve, mais surtout pour un petit fausse baillot. 15 000 personnes sont attendues. On a reçu Ricil, c'est un poète haïtien qui vit au Brésil. Il vient de sortir un ouvrage Négontologie poétique qui est disponible si ça vous intéresse. Il y a des choses intéressantes dedans. Puis on a terminé avec Monique Etienne, conseillère pédagogique. Et puis aujourd'hui, le Zouk, c'est le ZCL Nostalgie, était consacré à une chanteuse qui a disparu des écrans. Elle s'appelait Tatiana Miatalipot. Elle est vivante, elle n'est pas morte. Mais on n'entend plus parler d'elle. Et j'ai dit, si ils entendent parler d'elle, eh bien, voyons un petit son pour nous. C'était une fille des Abîmes. Son frère est toujours là. Christian Miat toujours là. Mais Tatiana, nous passons à passer. En tout cas, on vous remercie de votre attention. On remercie Emeline. Et oh là là, la grippe à cafan. Tu baisses le cerveau, moi. C'est plus Emeline, c'était hier. J'ai oublié mon prénom. Oui, je sais, Iman News. Bon, merci Iman. Merci Odalia pour les petits sons, et aussi Yann, et aussi Satiam. Voilà, on a tout dit. On vous retrouve demain.